Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler du débrief du match entre le Paris Saint-Germain et la Real Sociedad. Victoire 2-1 sur la pelouse de la Real Sociedad. C'est parti. Alors avant tout, je tenais pour le coup à féliciter, c'est vrai, faut rendre à César ce qui est à César, Luis Enrique. Pourquoi? Parce que Luis Enrique, je trouve que son choix tactique de mettre Dembélé, Ousmane Dembélé en faux neuf m'a énormément surpris. J'avoue que j'étais même un petit peu inquiet par rapport au jeu que veut prôner Luis Enrique, que ça joue beaucoup sur la droite et beaucoup à droite et tout ça. Donc je pensais que c'était compliqué. Alors évidemment, avant de parler joueur par joueur, je vais quand même d'ores et déjà vous donner mes trois tops et mes trois flops de ce match. Même je vais dire, je vais même pas vraiment donner trois tops. C'est qu'en fait, mis à part pour moi le match très moyen d'Hakimi et de Fabien Ruiz, qui sont pour moi les deux flops de ce match-là. Le reste de l'équipe a été très bien. Alors Nuno Mendes revient de blessure, donc on va attendre un petit peu qu'il reprenne du rythme. On va attendre qu'il reprenne du rythme. Mais voilà, sinon, voilà déjà mes tops et mes flops sur ce match-là. Ensuite, mon autre top pour le coup, je dirais, pour une fois, c'est l'arbitrage, parce que pour une fois, on a un arbitrage qui a été cohérent, à part deux trois petites erreurs, je pense notamment première mi-temps, le carton jaune de Nuno Mendes, et peut-être un peu le carton jaune d'Hakimi, qui pour moi est un petit peu sévère, parce que pour moi le joueur se laisse un petit peu, enfin amplifie ça sur le carton jaune de Ashraf. Donc c'est un peu dommage. Et pour ceux qui sont fans du Bayern Munich, on m'a demandé de le dire. Le Bayern Munich a renversé la Lazio chez elle à domicile. Enfin, le Bayern à domicile a renversé le Bayern. Enfin, la Lazio. Après la défaite du match aller, le Bayern s'est qualifié pour les quarts de finale. Alors du coup, le seul point négatif pour moi, c'est le fait de se dire que Hakimi sera pas là pour le match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions selon l'adversaire qu'il va y avoir. Et ça, très clairement, c'est un problème parce que si tu remets Ousmane Dembélé à droite, là, va falloir quand même trouver une solution. Parce que voilà. Par contre, le seul que j'ai trouvé un petit peu en retrait, pour juste vite fait pour parler un peu de l'attaque, Barcola, je l'ai trouvé légèrement un petit peu plus discret, parce que il a fait son match, mais je l'ai trouvé discret par rapport à d'habitude. Et le problème, c'est que remettre Mbappé à gauche, c'est sacrifier Barcola. Et faut reconnaître que Barcola sur le côté gauche, c'est aussi fort qu'Mbappé, pour pas dire meilleur. Et voilà, donc le problème, c'est que si t'as pas la connexion Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé à droite, t'es un petit peu obligé de ressortir. Moi personnellement, pour le match aller des quarts de finale, je ressors la même équipe, mais avec peut-être pourquoi pas tenter effectivement un Barcola qui est peut-être un petit peu plus vif en ce poste de faux neuf qu'Ousmane Dembélé, et garder Ousmane Dembélé à droite, qui est un peu plus capable que ça, et faire jouer sur le même côté un Mukiele qui est bien meilleur en tant que latéral droit. Et ça, c'est important de le dire. On va noter, avant de noter les joueurs, j'aimerais mention spéciale à la rentrée de Kang In Lee, qui a été juste masterclass. Franchement, j'ai adoré l'entrée de Kang In Lee. Par contre, Mukele, ça a été un petit peu.
difficile pour lui. Ugarte, on l'a pas énormément vu. Kolo Muani, sans commentaire. Et Carlos Soler, c'est à peu près le même constat, c'est sans commentaire aussi, tellement ces joueurs-là sont insignifiants sur le rapport sur le terrain. Ce ne sont pas eux qui sont les joueurs eux-mêmes ne sont pas insignifiants, c'est le rapport sur le terrain qui est insignifiant. C'est juste ça, je tenais à corriger un petit peu la phrase. On va commencer par noter les joueurs et on va commencer par Donnarumma. Alors Donnarumma, d'habitude que j'allume comme une lampe depuis un moment, parce que son jeu au pied était catastrophique, c'est catastrophique, cataclysmique, voire parfois nullissime à certains moments. Bah là, il avait depuis quelques temps, forcé de constater que même s'il y a eu en Ligue 1 des matchs un peu moins bien dans le jeu du PSG, bah, on avait un Donnarumma qui était présent dans le jeu au pied, dans le jeu aérien. Les relances de Donnarumma étaient propres. Encore une fois, bon, il a fait 2-3 petites erreurs par moment dans son jeu au pied. Il a encore un peu de travail dans son jeu, dans son jeu au pied. Il a encore du travail à faire parce que moi je maintiens, et j'ai pas peur de le dire, mais pour moi un gardien, un gardien qui n'est pas capable de faire de bonnes relances au pied, pour moi c'est honteux, à l'ère d'aujourd'hui, du football, à l'ère du football d'aujourd'hui, c'est un scandale. Voilà, tout simplement. Pour moi, c'est tout simplement scandale. Mais bon, là, on va pas lui taper dessus à Donnarumma. Pour une fois, il a été très bon. Sur le but marqué par la Real Sociedad, bah, il peut pas faire grand-chose parce que c'est la seule fois où, pour moi, la défense a été un peu aux fraises. Et au final, ben, pour le coup, Donnarumma a fait, malgré tout, Donnarumma a fait son match. Il n'a pas été spécialement mis en danger. Et aussi, de par le fait aussi que la défense centrale a été excellente, je trouve. Les deux joueurs ont été excellents. Donc Donnarumma, moi je lui mets malgré tout un 8 sur 10. Parce que je peux pas lui mettre plus que. Je peux pas lui mettre plus que 8 pour son match. Parce que malgré tout, le fait qu'il n'y ait pas eu du danger, il n'a pas été mis en danger une seule fois, mis à part sur 2-3 frappes pendant ce petit quart d'heure où le PSG a vraiment eu du mal à ressortir les ballons, notamment au milieu de terrain. Bah pour le coup, voilà, il y a eu un temps fort de la 65e à la 80e minute. Et moi, franchement, le, le, le PSG, mis à part ces 15 minutes de flottement, pour moi, n'a pas été mauvais. A été excellent sur 93 minutes. Euh, sur 93 minutes, tu fais moins 15. Voilà, t'as compris. T'as compris, quoi. Clairement, t'as compris. Voilà, donc ensuite, on va partir direct sur Achraf Hakimi. Pour moi, c'est clairement un 5 sur 10 pour Hakimi. Alors, il n'a pas été non plus mauvais, mais je l'ai trouvé en dessous par rapport à ce qu'il est capable de faire d'habitude. Alors, est-ce que c'est le retour de la CAN et le fait aussi que son équipe n'ait pas réussi à aller loin à la CAN? Je pense que ça pêche un petit peu aussi. Peut-être que mentalement, l'élimination à la CAN l'a un petit peu déstabilisé aussi mentalement, l'a un petit peu fragilisé mentalement. Parce que mentalement, je l'ai senti pas hyper serein dans ce qu'il faisait. Mais il n'a pas fait non plus un mauvais match. Donc c'est pour ça que je suis indulgent avec lui. Parce que ça peut arriver. Un joueur doit, certes, n'importe quel joueur, quel que soit le poste, doit être décisif. Mais des fois, ça peut arriver de passer à côté d'un match.
Ça peut arriver. Que ce soit Hakimi au même titre qu'un Dembélé, qu'un Ousmane Dembélé, qu'un Barcola ou un Mbappé. Voilà, faut le dire. Je vais passer au latéral gauche pour le coup et finir avec la défense centrale pour une fois. Nuno Mendes, pour moi, c'est pour son retour en tant que titulaire, pour moi, je lui mets 6 sur 10. Il a été satisfaisant, il a fait son match, il a été correct, il n'a pas été moyen, il a été bon, mais sans être exceptionnel. Je lui mets 6. Tout simplement parce que il a plus ou moins respecté les consignes, il a fait ce qu'il devait faire. Même si son début de match a été un peu compliqué, les 10-15 premières minutes de sa part ont été très compliquées, mais sinon, il est monté en puissance et c'est un peu pour ça aussi que je lui mets un 6 sur 10. Maintenant, la défense centrale. Lucas Hernandez, encore une fois, taille patron dans ce match-là, je lui mets 8 sur 10, très clairement. Mais il est vrai que Beraldo, et là on va passer directement à Beraldo, mais pour finir sur Lucas Hernandez a été solide. Donc 8 sur 10, pour moi il a fait un très bon match. Il est dans ses standards. Mais Beraldo, ce mec, c'est un... En défense, c'est un de mes chouchous, je vous le dis honnêtement, c'est un de mes chouchous de l'équipe en défense, pour le poste de défenseur, c'est un de mes chouchous, Beraldo. Il a fait un match de zinzin. C'est pour moi un 9 sur 10 de Beraldo. Tout simplement parce que même sous pression, il a été là. Le peu de fois où la Real Sociedad a essayé de se montrer dangereux et a voulu jouer vers l'avant, il était là dans les phases défensives, c'est lui qui relançait. Il a il y a eu 2-3 petites relances par à coup où il a été un petit peu en dents de scie, mais ça passe. Pour moi, malgré tout, Beraldo a été énormissime sur son match. Il a été énormissime. Ensuite, on va partir sur le côté gauche du milieu de terrain. Et Fabien Ruiz, pour moi, il n'a pas été mauvais, effectivement. Je l'admets. À froid, il n'est pas mauvais. Il n'a pas été mauvais, mais il n'a pas été bon non plus. Moi, je trouve qu'il a été moyen à Fabien Ruiz. Donc, Fabien Ruiz, pour moi, c'est un 5 sur 10. À cause de sa deuxième mi-temps. Voilà, tout simplement. Parce que autant, effectivement, en première mi-temps, je suis pas loin de lui mettre 7, voire 8 sur 10. Parce qu'il fait c'est vrai que techniquement, sa première mi-temps, elle est très bonne. Mais la deuxième mi-temps, elle est cataclysmique. Elle est à la limite du cataclysmique. Donc, c'est pour ça que je lui mets un minimum de 5. Parce que sa deuxième mi-temps, c'est pas possible. Sa deuxième mi-temps, c'est pas possible. Alors, il monte petit à petit en puissance. Il y a quand même du mieux dans son jeu à Fabien Ruiz. Mais c'est pas suffisant encore. Et j'espère que malgré la confiance inébranlable que Luis Enrique donne à Fabien Ruiz, j'espère qu'à un moment donné, Fabien Ruiz il va se montrer plus efficace à son poste. Ensuite, côté droit du milieu de terrain, Zahir Emery, c'est pareil, hein, c'est dans ses standards, c'est un énorme 8 sur 10 pour moi. Il a fait son match, ce joueur il a 17 ou 18 ans, et il met à l'amende des joueurs confirmés. Il met à Zahir Emery, il a même pas 20 ans, et il met à l'amende des joueurs confirmés en Ligue des Champions. Enfin, je m'excuse, mais c'est effrayant. Déjà contre Dortmund, le match aller contre Dortmund, il était là, il a été magistral. Le match retour, c'est pareil, bon, je crois en plus c'est lui qui marque. Mais sérieusement, ce gamin, il est impressionnant. Il faut qu'il soit choyé, ce mec-là. Alors malheureusement, je pense pas qu'il restera très longtemps au Paris Saint-Germain. Je pense qu'il restera encore 1 an ou 2 supplémentaires. Et après, on ne le verra plus au Paris Saint-Germain. Pour la simple et bonne raison que je pense qu'il y aura des clubs qui voudront le prendre. Je pense en première ligue, pourquoi pas, à des clubs comme Newcastle, Arsenal, Manchester City, Liverpool, pour la première ligue. Pour la Ligue espagnole, tu peux avoir des clubs comme le Real qui peut prendre Zahir, qui voudront acheter Zahir Emery, le Barça, l'Atlético.
Enfin, voilà, et en Allemagne, tu peux être racheté par le Bayern Munich, donc moralité, t'es bien, t'es bien. Hein, et en Italie, t'as l'Inter, Naples, la Roma et l'AC Milan et la Juve. Voilà. Et maintenant, Vitinha. Alors, Vitinha, moi, je suis mitigé sur ce joueur, parce que un coup, il fait un bon match, et le match d'après, il est mauvais. Mais quand je dis mauvais, c'est pas une blague. Ceux qui regardent les matchs du PSG et même mes supporters parisiens, vous devriez être objectif dans le sens où, si vous analysez bien en profondeur les matchs de Vitinha, je dis pas qu'il est cataclysmique, qu'il est catastrophique, mais un match sur deux, il est quand même... ouais, c'est pas non plus exceptionnel. Un match sur deux, c'est pas exceptionnel, Vitinha. Mais là, Vitinha, devant la défense, il a été très bon. Et je vais mettre, pareil que Zahir Emery, je vais lui mettre un 8 sur 10 parce que il a été très bon. Alors, pour moi, ça n'a pas été non plus une masterclass, au contraire de ce que certains supporters parisiens peuvent dire. Pour moi, ça n'a pas été une masterclass. Ça n'engage que moi, évidemment. Mais pour moi, Vitinha, il a été très bon. Mais voilà, faut quand même pas abuser. Il s'agirait de doser sur Vitinha. Il doit encore il doit pour moi faire beaucoup plus que ce qu'il a fait là. Ensuite, Bradley Barcola, bah moi j'ai pas envie de lui tirer dessus parce qu'en fait, Barcola il a pas été exceptionnel hier soir. Et Barcola, pour moi c'est un... Ouais, allez, 6 voire allez, on va dire 7 sur 10. Parce que il a eu beaucoup plus de déchets sur son côté droit. Et la connexion pour moi avec Hakimi n'a clairement pas fonctionné. Je pense que Luis Enrique devrait travailler sur ça. Luis Enrique devrait travailler sur ça. Et c'est important. Ousmane Dembélé pour moi a été correct. Ousmane Dembélé pour moi c'est un, un 6 sur 10. Il a été bon. Mais il n'a pas été non plus mauvais. Il a pas fait un mauvais match. Mais c'est vrai que il a été vraiment dans le dur, dans ses passes, dans ses contrôles. Et le fait de l'avoir mis numéro 9 ou presque comme si c'était un 4-4 de losange, bah pour le coup, ça a perturbé les joueurs de la Sociedad, mais ça a perturbé aussi Ousmane Dembélé. Je l'ai senti un petit peu perdu dans son jeu. Et voilà. Ensuite, Mbappé. Mbappé qui a été élu homme du match hier, et c'est pas surprenant. Mais malgré tout, je peux pas lui mettre 10 sur 10. Pour moi, il aura la même note que Beraldo, c'est-à-dire 9 sur 10. Pour moi, je peux pas lui mettre 10 sur 10. Je peux pas lui mettre 10 sur 10. Pourquoi? Parce que je trouve que pour l'instant, pour moi, tout n'est pas réglé contrairement à ce que les gens peuvent penser. Alors peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été dites qui n'ont pas plu à Luis Enrique et des choses qui n'ont pas plu à Mbappé. Que les deux ont dû se dire, et voilà, ils ont dû peut-être vraiment s'expliquer. Je dis pas que ça s'est pas fait, mais dire qu'il y avait des réelles tensions avec Luis Enrique, c'est un peu fort de café, je trouve. Mais son match hier, franchement, pour moi, il a fait fermer la bouche des détracteurs, de la plupart de ses détracteurs, parce que euh, juste avant le début du match, hier, vers 14-15 heures, je disais ouais, Mbappé, il va vous faire, il va vous faire fermer votre bouche en mettant un doublé, voire un triplé, et vous allez vite oublier ce qui s'est passé à Monaco. Et n'empêche que j'ai eu le nez. Hein, c'est pas pour être arrogant ou quoi, pour paraître arrogant ou quoi que ce soit, mais je l'ai vu venir, je le voyais venir le doublé hein, d'Mbappé. Je le voyais venir le doublé. Donc voilà. Et il a fait un énorme match. Pour moi, c'est clairement Mbappé pour le coup l'homme du match. Et quand j'entends les gens dire que on sera peut-être meilleur sans Mbappé, c'est faux.
Vous ne serez pas forcément meilleur sur Mbappé, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous serez inférieur sans Mbappé. Attention, c'est pas du tout ce que je dis. La seule chose que je dis, c'est que là, j'en ai terminé avec le débrief. Et donc, pour parler de la conclusion, pour faire la conclusion de ce match, ben, pour le coup, Mbappé, c'est un joueur que tu as. C'est important. C'est important à ce niveau-là. Maintenant, je trouve que pour le coup, Mbappé, il est pas parfait. C'est pas non plus quelqu'un qui est parfait, que ce soit dans l'attitude ou pour le reste. J'en conviens. Ça j'en conviens. Et c'est un fait, j'en conviens. C'est c'est important à ce niveau-là et c'est important, je trouve. Maintenant, voilà, moi je pose et aussi, à part deux, trois petites erreurs, notamment le carton jaune de Nuno Mendes et d'Hakimi, pour moi, il y a eu il y a eu deux petites erreurs, mais c'était pas non plus des erreurs énormes. Donc on va pas non plus taper sur l'arbitre pour une fois. Donc l'arbitrage a été cohérent pour une fois. Voilà. Voilà, donc ensuite, voilà, donc cette vidéo va se terminer. Je vous rappelle qu'il y aura, il y a aujourd'hui la septième partie de mon nouveau format du classement au pire, au meilleur jeu Pokémon par génération. Là, on va pas forcément parler de stratégie ou de quoi que ce soit. Là, la dernière fois, c'était la sixième génération. Et ben là, on va faire la septième génération après cette vidéo. Mais je la ferai un petit peu plus tard. Parce qu'il y aura une pause, je vais faire une petite pause, le temps de manger, etc., etc., le temps que la vidéo se mette en ligne. Et voilà. Sur ce, je vous laisse. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Et là, pour le coup, allez pas.